Salut Étienne. Salut Baptiste. J'ai trouvé une façon de consommer plus local. OK. Oui, c'est vrai. Oui. Écoute, il suffit juste de refaire comme on faisait dans le vieux temps. Une bonne vieille LAN ou bien une console, on se réunit à 4 potes puis on game. On game local, c'est parti. On game local. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love. Initiative. A18. Hey, j'ai tellement cru au vent. 16. Hey, c'est toi qui l'as. C'est moi qui l'ai. Toi qui l'aime. Bienvenue à bord de J'adore ça tout le monde. Yes. On est vraiment content de nous avoir parmi nous, comme d'habitude. Ou bienvenue aux nouveaux aussi, si c'est la première fois que vous écoutez notre podcast. Yes. Le sujet d'aujourd'hui, on parle de jeux multi-local. Yes. Ça risque de faire appel à des vieux souvenirs pour Étienne et moi, dans le sens où ça m'arrive un petit peu moins souvent ces derniers temps. Mais bref. Fait que d'abord, comme d'habitude, on rattrape le temps perdu. Toi, Étienne, de ton côté, vu que j'ai l'initiative, je décide que c'est toi qui commence par me dire... c'est donc oui, j'ai le droit. Hey, j'ai le droit. Écoute, parfait. Tu sais, j'aime bien commencer par parler de cinéma. Oui. Je suis allé voir Le Brutaliste. Le Brutaliste. Puis... moi je rentre là puis je me dis, écoute, ça va être un film à propos d'un brutaliste brutal qui se fait brutalement brutaliser, tu sais. Puis mais le pire c'est que je suis pas tant loin de OK. Mais non, honnêtement, c'est le brutaliste, c'est l'histoire d'un immigrant qui arrive aux États-Unis, mais qui c'est un architecte, puis c'est un architecte brutaliste, puis ça raconte justement son histoire d'immigration, puis de projets qu'il y avait à faire. Puis c'est un film de 3h35. Ah ouais, hein? 3h35? Ouais. 3h35. 3h35 avec entracte. Puis, avec un entracte? Ben non. Oui, en fait, 3h35, ajoute une entracte de 15 minutes. C'est une sortie de 4... Avec les trailers, au début, là, c'est comme 4h15. Là, tu sais, c'est... Ah oui. mais attends, mais un entracte dans un cinéma d'aujourd'hui, là? Oh oui. Allons donc tous au foyer. Puis là, tu vas acheter. Oui, il y a une pause. Sauf qu'au lieu de la petite chanson que je viens de chanter pour aller te convaincre d'aller acheter du popcorn, ils te mettent de la musique hyper stressante, là, de la soundtrack du film. Comme ça, honnêtement, c'est comme si tu regardais puis tu disais comme, OK, écoute, t'as le choix. 15 minutes de ça, ou tu te lèves puis tu vas acheter du popcorn. Je dis ça comme ça. Fait que moi, ça a pris 15 secondes. Je me suis fait, j'étais allé acheter du popcorn. Bon. Non, mais c'est bon. C'est pas... Là, c'est drôle parce que là, on en jase maintenant. Mm-hmm. L'épisode va être diffusé une semaine après les Oscars. Ah, oui, c'est vrai. Donc là, je peux dire plein d'affaires, puis soit je me plante, ou soit... En tout cas, ça va être drôle. Mais moi, personnellement, je donnerais pas l'Oscar de meilleur film. Par contre, Adrian Brody, Oscar meilleur acteur, 100%. Ah ouais, hein? Oh oui, donnez-y direct. Là. C'est réglé, là. C'est réglé. T'es très sûr de ton choix? Je vois que, oui. Donc, tu sais, je te donne un indice là, pour le pool des Oscars qu'on fait sur notre Discord. Je te donne un indice, mais oui, d'après moi, un Oscar. Hey, mais il y a eu une controverse par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on en jase rapidement. C'est un film où les personnages, justement, Adrian Brody, puis Felicity Jones, ils jouent des Hongrois. Puis, ils ont eu à apprendre à parler hongrois. Puis le hongrois, semble-t-il que c'est une langue très difficile à apprendre et surtout très difficile à prononcer. OK. Donc... Intéressant. Ils ont mis énormément d'efforts. Il y avait des coachs de dialecte, comme dans tous les films. Ils ont tout fait leur dialogue eux-mêmes. Sauf que, à certains endroits, certains moments, il n'y avait pas la prononciation parfaite selon le réalisateur. Puis il était comme, on va utiliser ReSpeaker ici. Puis ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour que lui, il dise la syllabe qui n'était pas exactement correcte. Okay. Mais que ReSpeaker passe par-dessus et mette la voix des acteurs, que ça fit avec les lèvres et tout. Bref, tu sais, ils ont fait du montage. Okay. Mais là, ça a fait un
ben là, je dis scandale, là, c'est peut-être une exagération, un tollé, voilà. Mais apparemment, il y a seulement 7 minutes de hongrois parlé dans le film de 3h35. Puis il y a des gens qui appellent à la disqualification des acteurs de ce film-là aux Oscars parce que ça n'a pas d'allure d'utiliser mais techniquement, c'est juste du montage. En tout cas, je sais pas toi ce que t'en penses. Mais c'est drôle parce que ça fait lien un peu avec l'un des sujets que je voulais te parler, là, mais c'est spécial de faire ces choix-là, on dirait, puis de pas de comme utiliser les AI pour corriger des potentielles imperfections, alors que peut-être que tu aurais pu vivre avec cette imperfection-là. Ouais. Puis d'un autre côté, il y a comme des... je sais pas à quel point ça va perdurer longtemps, là, mais moi, l'un des trucs que j'ai vu il y a pas longtemps, c'était assumé à la fin du documentaire. Il disait, ce documentaire a été réalisé sans AI. Tu sais, on dirait qu'il y a des... Non, mais tu sais, il y a des créateurs qui tiennent encore à dire, nous, là, on n'est pas en mode, on n'utilisera pas cette affaire-là. Mais bon, c'est très spécifique au cas de l'AI. Ouais. Mais je trouve ça spécial. C'est comme, je sais pas, ça me fait penser à... Je parle souvent avec l'un de nos amis designers chez là où je travaille. Puis lui est très inquiet par rapport à genre la propriété intellectuelle versus les AI qui dessinent. Là, je sais que je m'écarte un peu du sujet du cinéma. Non, allons-y. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans de... OK, mais l'AI, parfait, c'est inspiré de plein de dessins qui existaient. Puis là, après ça, elle propose gratuitement un dessin qu'elle a composé à partir de toutes ces inspirations-là. Fait que, elle est où la reconnaissance de la propriété intellectuelle de la personne qui était en arrière des dessins éventuels de laquelle l'AI s'est inspiré? Ouais. Fait qu'il y a toutes ces notions un peu de... je sais pas, de responsabilité, puis c'est difficile à pogner, cette affaire-là. Ouais, c'est difficile à légiférer, c'est difficile à juger aussi. Puis moi, je suis pas un gros fan des AI, on s'entend. Je comprends. J'ai toujours un petit malaise par rapport à ça, mais d'avoir utilisé ReSpeecher pour réparer 2-3 erreurs de prononciation, honnêtement, là, ça me dérange pas du tout, là. Ça me dérange pas. Je l'ai dit tantôt, Adrien Brody, là, tirez-y des Oscars par la tête, là. Go, là. Bang, bang. Ouch, il mérite, là. Ben oui, mais ça, quand il va se réveiller le lendemain, il va être content, là. Il va être sous une pile d'Oscars. Mais non, mais ça me dérange pas, personnellement. OK. Puis on a tous capoté quand on a vu Luke Skywalker dans Mandalorian. Puis, ça, c'était correct, mais de corriger une syllabe, en tout cas, je sais pas. Non, c'est ça. 2 poids, 2 mesures. C'est ça. C'est un peu spécial. De ton côté? De mon côté, justement, je vais commencer par le documentaire dont j'ai mentionné un petit peu à l'instant. Ça s'appelle « Les sacrifiés de l'IA ». Là, par contre, si vous voulez le regarder, ça va vous prendre un VPN qui vous localise en France et un compte sur France Télévisions. Les comptes sur France Télévisions, c'est gratuit, là, mais ça vous prend un VPN. Puis ça parle d'un phénomène que je connaissais juste de nom, mais j'avais pas tant exploré. Ça s'appelle les data workers en arrière de l'IA. Okay. Fait que, dans le fond, dans le monde, tu as environ entre 150 et 415 millions de personnes qui sont des data workers pour nourrir les IA. OK. Ouais. Puis ces gens-là, c'est majoritairement des prisonniers, des personnes qui vivent dans le tiers-monde ou des réfugiés de guerre ou des réfugiés climatiques qui acceptent des salaires vraiment de misère pour nourrir les IA. Ouais. Fait que là, mais c'est super intéressant parce que ça m'a montré une facette que je ne connaissais pas tant que ça, que je trouve très méconnue, puis que c'est vraiment, c'est un peu downant, là, comme... Vraiment? comme mais c'est bien qu'on sache. Comme de regarder un documentaire qui t'explique en quoi des fois les technologies, c'est une catastrophe environnementale. C'est un peu ce même genre de documentaire-là. Ouais. C'est ça. Si t'as le goût de bien filer, c'est peut-être pas le meilleur documentaire, mais c'est super intéressant parce que ça m'a appris des choses sur une réalité que je connaissais pas. Puis là, je me dis, OK. Fait que là, ça me donne des arguments pour essayer de trouver des alternatives plus locales que OpenAI et autres
géants de la Silicon Valley, mettons, qui sont en arrière de ces grosses problématiques-là, au final. Là. Fait que c'est ça, je trouvais ça super intéressant. Oui, c'est intéressant. Il y a un truc avec ça qui venait que j'aime beaucoup, c'est le... Comment ça s'appelle? Je crois que c'est Jevons Paradox, qui est en fait l'effet de rebond. OK. Est-ce que tu connais ça? Non. Non? OK. Ce paradoxe-là explique que plus la consommation d'une ressource devient efficace, plus tu consommes cette ressource-là. Plus la demande pour cette ressource-là augmente. OK. Fait que, mettons, je te donne un exemple qui nous parlerait beaucoup à nous. Ouais. Plus on rendrait efficace, par exemple, l'usage de l'hydroélectricité, on pourrait penser que, on va réduire la consommation d'électricité. Mais en réalité, non. On fait juste augmenter la demande. C'est un effet de rebond. C'est que tu penses que tu vas peut-être réduire quelque chose, puis finalement, ça fait encore pire. Fait que, bref. Puis l'IA, c'est un peu ça, dans le sens de tu l'optimises à consommer toujours plus de données, puis ça fait en sorte qu'il y a toujours plus de demandes pour engranger toujours plus de données dans la consommation de ce qui te retourne. J'avoue fait que c'est un peu... Mais c'est super intéressant comme... je connaissais pas ce paradoxe-là, il paraît que c'est vieux de genre 160 ans, là. Mais c'est ça, c'est super intéressant. OK. Voilà étrange pour l'IA, mais tu sais, s'il pouvait... Oui. Il y a probablement le même principe pour les panneaux solaires. Puis honnêtement... Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir des panneaux solaires qui sont hyper efficaces. Hyper efficaces. Tout à fait. C'est très cool. Là. Ah non, c'est ça. Mais ça fait cet effet-là. C'est intéressant. Ouais. Sacrifier de l'IA en France. Sur France Télévisions. La France, Étienne. La France. Baguette. Donnez-moi ce croissant. Baptiste. On dit pain au chocolat, on dit pas chocolatine. Je passe un petit message politique. On avait dit pas de politique, Baptiste. On avait une règle, c'est pas de politique. Ça y est, tu viens. Le podcast est fini, tout le monde. On a refait 14,1 épisodes. Ce sujet polarisant qu'est le pain au chocolat. C'est drôle. J'aime ça. C'est drôle. Toi, Étienne, autre chose? Oui. J'ai regardé Silo, saison 2. Oh! Est-ce que tu l'as vu? Ben non, parce que j'étais pogné dans... j'avançais tranquillement dans les épisodes de Severance. D'ailleurs, je suis pas encore à jour du dernier épisode, mais j'avance. Attends un petit peu. Mais attends, mais c'est parce qu'en parallèle de ça, j'ai aussi parti Shrinking. Oh! Fait que là, on dirait que... Pour vrai, Étienne... Ah oui, c'est ça. J'ai pris un abonnement temporairement sur Apple TV. Je me suis dit, je peux pas ne pas prendre d'abonnement pour regarder toutes ces séries-là. Là, ça serait un peu... c'est ça. J'ai fait ça. Ouais. Allons-y, parlons Silo, Shrinking, Severance. C'est parti. Oui, on fait tout ça. Ouais. Silo, honnêtement, la saison 2, si vous avez pas vu la saison 1, regardez ça. Si vous aimez Rebecca Ferguson, elle est excellente là-dedans. Son nom m'échappe, mais l'acteur principal de Shawshank Redemption, Tim... bref, lui, il est là-dedans. Puis d'ailleurs, je le reconnaissais pas. Puis quand j'ai fini par le reconnaître, j'étais comme « Oh, ceci explique cela! » mais non, c'est tellement bon, c'est post-apocalyptique, c'est un concept intéressant. C'est un concept intéressant. Puis, c'était tellement facile à échapper une saison 2 de ça, là. Mm-hmm. Tellement facile à rater. Oui. Il y a des trucs qui, disons, manquent de logique, mettons, vis-à-vis de la saison 1. Je vais rien voler comme punch, mais disons que toi, Baptiste, disons que t'as peur du feu, puis que dans la saison 2 de notre série I Love It Incorporated, là, faut que tu traverses du feu comme si de rien n'était, puis t'es comme « Ah non, j'ai plus de problème avec le feu, finalement. » Il y a des trucs qui sont pas logiques comme ça. Mais si tu décides que « OK, ça, tu sais quoi, ça me dérange pas. Attache-toi parce que c'est du bonbon. » C'est excellent. Et il y a une de ces... c'est pas une twist, mais il y a un truc complètement inattendu à la fin que moi, je comprenais pas ce qui se passait. Je pensais que c'était une bande-annonce pour une autre série.
Mais puis ça rend ça super intéressant. Bref, Silo saison 2, il va avoir un total de 4 saisons. C'est déjà déterminé. Ah, c'est déjà défini? Ça, c'est parfait. Oui, ça, j'aime exactement. Ça. Puis ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, super. Puis, donc, parle-moi de Shrink. Oui? Ouais, Shrinking, je vais t'en parler. En fait, je suis pas très loin. J'ai regardé un épisode et demi. Non, 2 épisodes? En tout cas. Ouais, je trouve ça cool. J'aime ça. Le côté... bon, tu sais, si je fais mettons le début, ce que j'ai compris, genre, Jason Segel joue un psychologue qui a perdu sa femme. Ouais. Et qui essaye de naviguer là-dedans. Il a des problèmes de... Je pense qu'il est un petit peu alcoolique au début, du moins il décrit comme ça. Il essaye d'échapper à la réalité. C'est ça. Puis là, 100%. il a plus vraiment de lien avec sa fille. Il est bien qu'il essaye de le rétablir, puis etc. Bref, fait que il y a ça. Puis on dirait que vu que j'en suis au début, je sais pas encore quoi trop en penser, puis c'est pas si clair que ça. Mais la relation avec Harrison Ford, oui. T'es comme, attends, est-ce que c'est son papa? Est-ce que c'est juste son boss psy qui est vraiment proche de lui? Est-ce que... C'est qui ce gars-là? Je suis comme, pour vrai, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il fout? Tu sais, il est tellement... Il a l'air d'être son père, quasiment. Tu sais, oui. Mais c'est pas encore dit. C'est pas dit clairement, ça, là. C'est une figure parentale. Ouais. Mais c'est ça. Puis c'est un peu le rôle qu'il joue. Puis quand ça avait été écrit à l'origine, puis que c'était pas supposé être Harrison Ford, comme on en avait parlé au dernier épisode, que c'était comme, on va demander à Harrison Ford, et il va dire non, mais on va trouver quelqu'un d'autre. Mais le rôle était écrit beaucoup plus paternel, justement, beaucoup plus mentor, et moins Harrison Ford qui est bête comme ses pieds, puis que, genre, moins comme ça. Mais ils ont comme modifié un peu le rôle. Mais là, pour tous ceux qui nous écoutent, là, Baptiste vient d'écrire quelque chose de complètement tragédie, mais c'est drôle, cette série-là. C'est drôle. Ah, c'est excellent. C'est drôle, c'est bien écrit aussi. Oui. Mais c'est dans les... comment je te dirais ça? Depuis les dernières années, je trouve que c'est dans les affaires parfois les plus tragédiques que c'est le plus facile pour... Ben, je trouve... C'est pas que c'est facile, c'est qu'après ça, le rire, ça fait du bien. Ouais. Fait que le rire dans cette situation-là, ça fait du bien, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que c'est comme... T'es content de rire dans cette truc-là parce que ben, l'histoire de trame de fond est quand même un peu triste des fois, tu sais. Exact. Fait que... Ouais, non, j'aime ça à date. C'est juste que là, j'ai comme starté un peu plusieurs choses en parallèle. Il faudrait que je close des affaires. Ben, moi aussi, parce que Severance... Oui, Severance et même Mythic Quest. Écoute, c'est le festival Apple TV. Oui, Severance saison 2. Je veux pas en dire trop parce que... Non, je sais. Bref, on est en cours en ce moment. D'ailleurs... Discord. Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Oh my God. C'est drôle. Mais pour vrai, je vais être honnête avec toi, Étienne. J'ai pour l'instant rien lu de ce que vous avez écrit. Tu manques des trucs. Non, mais... Je suis rendu au début de l'épisode 4. Ouais. Oui. Mais on dirait que je suis comme on dirait ils ont déjà pensé à tellement d'affaires de tout ce qu'ils écrivent, bien que là vous écrivez avec une feature dans Discord qui est comme tu caches le texte pour pas de spoiler, mettons là. Mais attends un peu, je pense qu'on va faire une remise en contexte là, parce que là, tu sais, nous on sait de quoi on parle là. Oh mais, oui, les gens qui écoutent savent pas nos forcément. Astronautes qui sont sur Discord savent de quoi on parle, mais OK, Severance est une série déjà qui il y a une dissociation, d'ailleurs, je pense que le titre en français, c'est dissociation, entre les gens qui vont travailler à un endroit spécifique. Ouais. Quand tu rentres au travail, tu n'as aucune idée tu n'as aucun souvenir de ce qui se passe dans ta vie en dehors du travail. Puis quand tu sors du travail, tu n'as aucun souvenir de ce qui s'est passé dans ta journée de travail. Ce qui fait que toi, en tant que personne physique, tu es deux personnes conscientes, différentes. Puis là, il y en a un qui se fait appeler le inner, qui est le ini puis le outie. qui est à l'intérieur de l'entreprise, puis le outie qui est à l'extérieur de l'entreprise. Yes. Bon, ça, c'est la mise en contexte. Maintenant, la pièce d'opinion, c'est ça s'enligne pour être ma série préférée de tous les temps. En même temps, il y a eu quelques séries comme ça qui s'enlignaient pas puis qui ont fait patate à la fin.
Mais là, en ce moment, c'est magique. Puis, ouais, on en est à la saison 2. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Encore une fois, ça, c'est une série que la saison 2 aurait été tellement facile à échapper puis à rater. Oui. Mais pour l'instant, après 5 épisodes, c'est exceptionnel. Mais je trouve que, contrairement à Silo, je trouve que Silo avait plus le feeling de la saison 2 pour l'échapper solide que Severance. C'est vrai. Severance avait des bases tellement solides pour la suite, là. Ouais. C'était, pour moi, dans ma tête, je suis comme, Severance, c'était sûr que la saison 2, elle allait faire quelque chose de bien, là, tu sais. Ben, Severance, le truc, c'est que, comme c'est une série qui c'est très mystérieux, on sait pas trop ce qui se passe, puis on découvre, à chaque épisode, on découvre des nouvelles affaires. On pense qu'on comprend pratiquement la totalité de ce qui se passe rendu à un certain point. Fait que là, t'arrives à la saison 2, puis tu te dis, ben, j'aurais plus grand-chose à découvrir, j'aurais plus beaucoup de surprises. Et c'est 100% l'inverse. C'est pire. C'est pire, mais pire dans le bon sens. Mais tu penses que t'as compris la vie, puis là, tu te dis, un peu, c'est qui, elle? Pourquoi? Entre autres, comme, je vais le dire parce que c'est pas tant un spoiler, mais Gwendolyn Christie est dans cette série-là. Brienne of Tarth elle-même. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait là? Tu sais, il y a plein de trucs, c'est mystérieux. Puis, ce qui est bien, c'est que justement, les créateurs savent comment ça va finir. Puis, tous les détails qui sont présents à l'écran, à chaque fois, c'est calculé. Calculé, sachant ce qu'eux, ils savent. Donc, pour théoriser, ce que nous, on fait sur notre Discord, d'ailleurs, si vous voulez vous joindre à notre Discord, j'adoresapodcast.com, le lien est là. Nous, on sort des théories sur Discord. Puis là, c'est le festival de Severance. Ça poste à tous les jours, pratiquement. Puis ça poste du texte masqué que si tu veux lire, il faut que tu cliques pour aller voir les théories. Bref, c'est du bon. Severance, c'est la vie. Severance, c'est la vie. Je regarde ça le matin, le midi, le soir. Je regarde à nouveau la saison 1. J'en peux plus. Mais le pire, j'ai commencé la saison 2. Puis après le premier épisode de la saison 2, je me suis dit, j'aurais dû regarder la saison 1 avant. Ouais, j'ai eu ce feeling-là aussi. Ouais. J'ai eu ce feeling-là, mais ils sont quand même assez... Ben, j'ai eu ce feeling, mais en regardant la saison 2, j'étais pas non plus complètement perdu. Ouais. Puis ça, c'est la preuve que c'est une bonne série, bien écrite. Ben oui. Non, on dirait que les quelques bribes de souvenirs qui me restaient de la saison 1, tous les fils se rattachaient un peu à des choses que je me rappelais légèrement, puis là, je suis comme, OK, ouais, non, je suis pas perdu, ça va. Exactement. Ça va. Je sais où est-ce comme ton outie qui, soudainement, se met à avoir des souvenirs de son uni. C'est vraiment, vraiment cool. Écoute, j'ai hâte de voir le dénouement de la saison 2. D'abord le dénouement de l'épisode 4, mais ensuite de la saison 2. Ouais. Vraiment. Moi, de ton côté, j'ai lu un livre qui s'appelle la version qui n'intéresse personne, qui est très, 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 très populaire ces temps-ci. Je pense qu'il a gagné des prix là, en 2023 ou 2024, des prix littéraires au Québec. Son autrice Emmanuelle Pierrot. C'est son premier livre. Puis c'est je pense qu'elle se décrivait comme une punk poète. Mais elle est allée au Yukon entre 2012 et 2020 vivre dans un genre de village un peu à l'écart de la société puis du système, très punk justement là. Puis tu sais, c'est souvent c'est drôle parce que moi à chaque fois plus je lisais son livre, plus je pensais à l'exemple d'une de mes amies qui me ramenait des histoires de l'Ouest canadien quand elle allait planter des arbres puis etc. Ça ressemblait un peu à cette vibe là. Tu sais, c'est très sex, drugs and rock and roll là, tu sais, c'est un peu c'est ça le concept. Puis écoute, j'ai trouvé un style de lecture, je sais pas comment elle a fait, mais c'est la première personne depuis au moins 10 ans, la première autrice depuis au moins 10 ans qui m'a fait lire 350 pages en 2 jours. Wow! Je ne niaise pas. Wow. Je l'ai commencé un jeudi soir, je l'ai fini le samedi midi. J'étais accro, man. J'étais accro.
Wow. C'était super bien écrit. Et, pour explication, Baptiste fait du 4 jours semaine. Donc, son vendredi, c'est normal que... pour ceux qui se posent des questions, qui font les calculs dans leur tête, Baptiste ne travaille pas le vendredi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai lu le vendredi beaucoup, mais j'ai lu le soir aussi, puis j'ai lu pendant les siestes des enfants. C'est... Écoute, c'est capoté. C'est capoté. C'est juste son style d'écriture. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a un style qui est très direct, straight to the point. Elle raconte ses affaires sans détour. Puis là, c'est une semi-fiction dans le sens où sa personnage principale a vécu elle aussi au Yukon de 2012 à 2020 dans un village punk. Fait que en gros, là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé toute sa connaissance de cet univers punk-là pour créer des personnages fictifs puis faire une histoire qui, vers la page 200-250, vire trash pour la personnage principale. Trash, pas gore, là, mais juste, c'est vraiment, ça peut être downant, ça peut être déprimant, mais c'est tellement bien écrit. J'ai vraiment adoré ça. J'ai trouvé ça super bon. Fait que, la version qui n'intéresse personne. OK. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Écoute, je suis curieux. Écoute, puis peut-être aussi que j'étais un peu, c'est pas biaisé, mais tu sais, vu qu'elle racontait des choses que moi j'avais déjà entendu d'autres personnes raconter des histoires de ces affaires-là, peut-être que j'aimais comme ce que j'entendais, je sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui accrocheraient moins que moi, mais non, j'ai vraiment adoré ça. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est beaucoup elle en parlait dans une entrevue que j'ai vue après. C'est beaucoup de pas forcément des mésadaptés sociaux, c'est pas vrai. C'est des gens un peu en marge de la société qui se réunissent puis qui se disent, nous, on fait pas partie du système et de la société. On veut faire de quoi de meilleur. Puis c'est très louable en général quand ces personnes-là veulent partir de quoi de plus bienveillant, plus etc. Mais au final, ils reproduisent des patterns de misogynie, tu sais, sans s'en rendre compte, à vouloir être mieux, des fois, t'es pire parce que tu fais de l'exclusion quand quelqu'un suit pas la pensée principale du groupe. Ouais. Tu sais, il y a vraiment... Et puis ça, tu le ressens dans toute cette histoire-là. C'est super intéressant. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Intéressant, j'adore ça. Je vais y aller de mon dernier point avant le sujet principal. Ouais. J'ai PlayStation dans ma chronique Gars de Nintendo découvre la PlayStation. Oui, c'est vrai. J'ai joué à Ghost of Tsushima. Oh! Est-ce que tu l'as fini? Je l'ai fini. Je l'ai fini. Visuellement, c'est un 10 sur 10. Il y a quelque chose dans ce jeu-là que tu te promènes puis tu te sens sur place. Oui, vraiment. Même, il y a même certains trucs où tu peux composer des haïkus selon l'environnement qui t'entoure, puis c'est très contemplatif. Exact. Non, pour ça, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. J'ai trouvé les combats intéressants. En passant, pour ceux qui n'ont jamais joué et qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est un jeu, ça se passe sur l'île de Tsushima au Japon, ce qui est au sud-ouest du Japon, de l'archipel japonaise. Puis ça se passe à un moment où les Mongols envahissent. Donc, tu as peut-être 900 bateaux mongols qui arrivent, puis qui débarquent, puis qui décident d'envahir Tsushima. Puis, tous les samouraïs meurent lors du débarquement. Parce que les samouraïs, eux, la façon dont ils fonctionnent, c'est ils se pointent devant l'ennemi, puis ils disent comme « Ah, sors ton meilleur combattant, on va faire un duel. » Puis les Mongols sont comme « Ben, on n'est pas cons comme ça. Si c'est toi le meilleur combattant, on te tire des flèches, c'est fini. » là. Ben oui. Donc c'est ça. Donc, tous les samouraïs se font exterminés, dont notre personnage. Mais notre personnage survit, alors on devient le fantôme de Tsushima, puis on va sauver l'île. Donc c'est ça, c'est des combats à l'épée, puis des trucs comme ça. Justement, les combats, c'est super intéressant. Il y a des systèmes de styles de combat qui s'adaptent aux différents types d'ennemis. Donc, tu as le water stance, le fire stance et compagnie. Puis là, selon tel ennemi est armé comme ça, je devrais changer ma posture, puis des fois, faut que tu alternes dans un combat. Tu te fais attaquer de deux côtés, puis il faut que tu changes de style de combat en te retournant. Ça, c'est super, honnêtement. Les combats, c'était vraiment cool. Je pense, faiblesse, par rapport à ce qu'à un certain point, la seule façon de rendre le combat plus difficile, c'est qu'ils ont décidé d'améliorer la résistance des ennemis.
Et donc, même si tu améliores ton épée au maximum, t'as quand même l'impression que c'est un couteau à beurre que tu tiens, puis que tu donnes des coups sur quelqu'un, puis ça fait absolument rien. Mais donc, ben, tu sais, il y a ça qui est... Mais tu sais, je pense que c'était comme normal. Là. Comment tu veux faire scaler le combat? Bref. Puis sinon, tu sais, peut-être... L'histoire est pas mauvaise. L'histoire est quand même bonne quand tu regardes un résumé de ce que c'est. Ouais. Mais je pense que l'exécution de ça reste un des très rares points faibles de ce jeu-là, à mon avis, parce que c'est comme étiré. C'est comme s'il avait étiré la même phrase sur le jeu au complet, c'est-à-dire comme l'honneur au combat est plus importante que de sauver ses proches versus sauver ses proches c'est plus important que l'honneur au combat. C'est un peu ça la thématique, mais c'est vraiment étiré là, vraiment longtemps. Mais sinon écoute, somme toute c'est un excellent jeu. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Ouais, c'est drôle parce que je me rappelle pas tant de toute l'histoire à travers le jeu au complet. Je me rappelle juste des moments où je me baladais soit à cheval, soit à pied, puis que t'as presque pas d'UI. Ouais. T'as juste le vent qui te donne un petit peu des directions pour te dire elle est où ta main quest, mais c'est tout. Puis le vent, tu le vois dans les herbes hautes devant toi, mettons. Ouais. Suis le vent, suis les animaux. C'est ça. C'est très cool. J'ai essayé, je l'avais joué justement avec les voix japonaises sous-titrées en anglais. Ouais. Puis je sais qu'il y a ça je l'ai pas activé par contre, mais il y a un cinématique mode là, tu peux le mettre en noir et blanc, je pense. Le mode Kurosawa. Ouais, c'est ça. Puis pour faire comme le film Seven Samurai. D'ailleurs que j'ai pas vu encore, faut que je vois ça. Non, moi non plus. Classique. Ce film-là a inspiré Star Wars. Je sais. Je sais, je m'en fais parler souvent. Ouais. Mais c'est ça, j'ai ce feeling-là, puis je me rappelle aussi j'étais comme, ok, c'est la première fois que j'ai l'impression d'être en même temps dans un documentaire très réaliste sur le Japon. Oui. Ça, c'était super immersif, puis ça avait l'air super réel. Je sais pas, il paraît qu'ils ont fait une super belle job, puis il y avait des studios japonais qui étaient jaloux de la job qu'ils avaient faite, là. Ouais. Mais c'est ça, j'étais vraiment, j'avais l'impression d'apprendre des feelings, de l'architecture, des choses que j'étais comme, ah mon Dieu, c'était fait comme ça avant au Japon. J'ai jamais eu ce feeling-là dans d'autres jeux. Ce qui est drôle, c'est que j'ai reçu un livre à Noël qui s'appelle Folk Tales of Japan. Ah. Puis, je le lisais en parallèle, mais je ne l'ai pas fini d'ailleurs, puis c'est un tout petit livre, là, contrairement à toi, parce que je ne lis pas 320 pages en un après-midi. Mais je le lisais une fois de temps en temps en parallèle en jouant à ce jeu-là, puis tu sais, c'est des petites histoires là, de comme 3-4 pages. Ouais. Puis après, l'auteur explique le pourquoi de l'histoire, le contexte de l'histoire, l'époque. Puis j'ai fait tellement de parallèles entre ce que je lisais et ce que je voyais dans le jeu. C'est juste cet aspect-là devrait être recommandé à quiconque joue à ce jeu-là. Trouvez-vous ce livre-là, Folk Tales of Japan, puis trouvez-vous ce jeu-là, faites les deux en même temps. C'est super intéressant. C'est vraiment cool. Puis là, ils vont faire une suite, Ghost of Yotei, qui a l'air magnifique. J'ai hâte d'essayer ça. Ninja! Sujet principal. Baptiste, t'as l'initiative. J'ai l'initiative, mais qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide que... Ok, je commence. Est-ce que tu fais un stand-by action? Tu commences, parfait. Je commence, mais je vais essayer de deviner parmi mes 3 sujets. En fait, je suis pas mal sûr. J'en ai un qui doit être commun à Étienne. On en a qui se recoupent. Si c'est seulement un, je vais être surpris. Je sais pas, tu vas me sortir un truc de France. J'ai fait mon top 3. Je jouais à tel truc. Puis, je jouais au nain jaune. Au nain jaune sur Minitel. Dans le fond, bref, pour faire très court, j'ai sélectionné genre les 3 jeux multi-locaux que je jouais quand j'étais jeune puis qui me suscitent le plus de bons souvenirs. J'en ai d'autres. Mais là, j'ai fait comme des choix. Ouais. Mais c'est ça, on verra. On fera au pire, c'est ça, on fera une ronde éclair à la fin. Exact.
Super Smash Bros. Ben, c'est ça. Et voilà, ça y est, on va parler du même jeu. Melee and Brawl. Je vais prendre les deux ouais. parce que c'est les deux. C'est la continuité de ces deux-là qui comme me suscite des beaux souvenirs. Okay. J'ai jamais joué à d'autres Super Smash Bros que ces deux-là. J'ai jamais joué au plus récent. Je pense qu'il y en a au moins 2. Puis depuis, je veux dire Brawl, mettons, il y en a eu 2 autres qui sont sortis. Puis il y en a eu un avant Melee aussi, qui était juste Super Smash Bros au Nintendo 64. Ouais. Fait Baptiste, j'ai un spoiler sur ta propre vie. Tu as déjà joué à Smash sur la Wii U. Non, c'est vrai. Ouais, parce que tu m'as parlé souvent que je jouais Little Mac. Oui. Little Mac est arrivé à cette version-là. Ah! Donc, tu as joué à... Brawl? Non, c'était... Mais on a joué à Brawl où est-ce qu'on travaillait ensemble. On a joué à Brawl. Oui. Mais à un moment donné, on s'est dit, hey, on s'essaye. On est allé voir le patron. En fait, ma blonde est allée voir le patron. Puis elle a fait, salut! Ce serait le fun d'avoir une Wii U. Puis il a dit, ben oui. Ben oui. Et il en a commandé une on the spot. Okay. Puis là, on a eu une Wii U avec Smash. Puis on a joué à Smash. On a changé de Smash à ce moment-là. Heureusement qu'elle s'appelait pas la No-You, sinon il t'aurait dit bah non. Bah non. Ok, joke de merde. Mais... oui, t'as joué à 3 des 5 Smash. Ok, bon, tant mieux. Je me sens un petit peu moins imposteur dans ce sujet-là. Ouais. Melee et Brawl. Fait que si je me ramène à mon souvenir, mettons, le premier souvenir que j'ai de Super Smash Bros. Melee, c'est on allait chez un de mes amis qui s'appelait Pierre, qui habitait à La Chapelle-sur-Erdre. Ça, c'est à 20 minutes à pied de Sucé-sur-Erdre. Ah ouais, la ville où j'habitais quand j'étais jeune. Exactement, Baptiste, tu viens de Sucé. Je viens de Sucé. Represent. J'ai réussi à plugger Sucé. Il te reste à plugger Christopher Nolan, puis on est correct. J'ai mon ami Robin qui nous a mis au défi de ne plus en parler pendant juste un épisode. Impossible. Fait que, ouais, c'est ça, on allait chez mon pote Pierre. Puis j'avais comme souvent d'autres amis là avec qui on se rotatait, mais parce que notre ami Pierre, il avait une GameCube, puis c'était l'un des rares qui avait une GameCube avec les 4 manettes. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que je te dirais que en tant que jeune qui a jamais eu de console avant sa majorité, je pense. Ouais. Mm-hmm. J'allais souvent là-bas pour passer des soirées complètes à juste jouer à Super Smash Bros. Melee parce que c'était ce que j'aimais pas, mettons, des jeux style Mortal Kombat, c'est que c'est stressant d'être juste 1v1. Oui. C'est ultra stressant. C'est tellement stressant, puis souvent, j'étais pas bon parce que moi, j'avais pas de console, fait que je m'entraînais jamais à ces jeux-là, fait que je me faisais toujours péter la gueule, puis t'es comme, ok, mais j'ai eu aucune autre chance parce que vu, tu sais, c'est niaiseux, mais quand t'es 4 plutôt que 2, ben d'un seul coup, parce que les gens sont distraits par tout ce que les autres font, puis il n'y a pas juste un seul opponent, ben t'as plus de chances de faire quelque chose. Et pas juste ça. Tu sais, contrairement à n'importe quel autre jeu de combat, le Smash était quand même assez innovateur quand c'est arrivé parce que pour vaincre un adversaire, il fallait pas baisser la barre d'énergie à 0. Oui. Ah, ça c'était brillant. Mais faut que tu fasses monter le niveau de dégâts, puis plus le niveau de dégâts est élevé, plus quand tu vas frapper un adversaire, il va revoler loin en bon québécois. Exactement. Le but, pour vaincre quelqu'un, il faut le sortir du niveau. Soit il faut le faire tomber dans un trou, soit il faut le faire aller tellement loin sur les côtés qu'il meurt automatique. Puis ça m'a inspiré ma map préférée, Étienne. Ouais. C'était Temple. Ouais, Temple. Parce que Temple, tu pouvais toffer vraiment longtemps avec genre 250% de dégâts. Puis là, les gens, quand ils se faisaient taper, ils rebondissaient dans l'espèce de petit tunnel. Là. Oui, il y a une zone que si tu vas là, tu vas survivre longtemps. Puis, c'est la zone de survie. Puis Temple était là à Melee.
Puis Temple, ils l'ont ramené à tous les Smash parce que ouais, c'est ça. Je sais pas, peut-être qu'il avait accès à des statistiques puis il se disait comme OK, c'est bon, on ramène Temple, tout le monde joue. On ramène Temple. Exactement. Mais non, c'est ça. Puis ce qui est le fun aussi, contrairement aux autres jeux de combat, tu sais, les autres jeux de combat, c'est super zoomé in, t'as pas tant de liberté de mouvement, tu peux sauter mais pas beaucoup, puis c'est comme tu fais face à ton adversaire et tu donnes des coups. À Smash, tu peux partir à la course, t'es tout petit par rapport à la map, puis des fois, il y a des items. Si tu peux activer les items. Oui. Puis il y a des items, tu peux devenir super fort. Puis c'est un jeu qui est très facile à. Tu peux atteindre un niveau moyen relativement rapidement et facilement, sans t'en rendre compte. Je joue avec mes enfants à Smash. Oui, c'est ça. Ben oui. Ma plus jeune a 6 ans. Puis elle joue, puis elle est capable de recover. Là, je l'envoie dans le trou, puis non, saute, en OB, c'est bon, elle est revenue. Puis pour elle, il entraîne ses enfants à revenir. Ah non, mais mon garçon, honnêtement, il te serait un challenge. Ouais? Oui. Ah ouais, hein? Oui. Il y a quelque chose. Avec Little Mac comme son père? On a joué il y a 1 heure. Non, lui, il y a aucun main. Ça, c'est un truc. Tu sais, quand tu joues à Smash, tu trouves ton personnage. Ouais. Personnage que, OK, lui, je suis bon avec lui, je vais jouer avec lui, je vais me perfectionner avec lui. Mon fils, c'est drôle parce que lui... Non, tous les personnages sont bons. Puis il est bon avec tous les personnages. C'est vraiment drôle. Ça, c'est le fun. Cool. Ça, c'est le fun. Mais, OK, ben... Puis, Étienne et moi, on s'est déjà affrontés plusieurs fois quand on travaillait ensemble chez X-Media à Super Smash Bros. Brawl suivi de Wii U. Qui est le pire nom. Smash Bros. Wii U. C'est comme, oh my God. Puis, Étienne prenait toujours Little Mac. Ouais. Ben, du moins, il était réputé pour toujours prendre Little Mac. Ouais. Mais je pense que t'as déjà pris, par dépit, t'as déjà pris d'autres personnages. Oh oui, j'en ai plusieurs. Mais regarde, juste pour te raconter, puis là, on n'est plus tant dans le multijoueur local. Là, ben, quand même. Mais non, mais parce que toi t'as été en ligne. Je m'en vais de là, tu sais, j'ai même fait quelques tournois en personne. La meilleure place que j'ai eue, je pense, c'est un 8e de finale. Tu sais, je suis pas un joueur de Smash, là. Mais non, c'est ça, on a fait des tournois à ma job actuelle, on s'est fabriqué un trophée puis tout, mais en ligne, il y a ce qui s'appelle Elite Smash. Elite Smash, que si tu te rends à Elite Smash, c'est que tu es dans le top, je pense, 3% des joueurs au monde. OK. De ceux qui jouent, on s'entend, là, tu sais. Ma grand-mère n'est pas là-dedans, là, tu sais. Mais c'est ça, fait que tu peux monter un bonhomme à un niveau de points assez élevé versus les autres que tu trouves en ligne au hasard pour te rendre à Elite Smash. Puis Little Mac, je l'ai rendu à Elite Smash, mais j'ai jamais réussi à rendre aucun autre personnage. Et j'ai essayé, crois-moi, Mais oui, pour le multijoueur local, moi j'ai commencé à la N64. Entre autres The Norse qui jouait Captain Falcon. Moi aussi, Pikachu. Mon préféré. Captain Falcon est vraiment cool. Captain Falcon, man, il torche. Son Falcon Punch, esti, là, c'est... Ouais. Captain Falcon est le fun parce qu'il est le fun à jouer. Puis c'est le fun de jouer contre aussi. C'est le fun de jouer contre un Captain Falcon. Ah non, il y a des bons moves. NES. J'avais un de mes amis qui jouait NES. Tu ne peux pas volontairement jouer NES sans te dire j'ai envie d'être haïssable. Exactement. Parce que NES, il n'y avait pas une histoire de tu build up la puissance de ton bat de baseball, c'est pas ça? Oui, tu peux, c'est ça, si tu fais un smash qu'on appelle dans le fond, tu cliques ton joystick en faisant le A, mais tu tiens le A enfoncé. Ouais. Tu sors ton bâton de baseball, oui, c'est spinner, ça. Puis c'est comme ça, tu peux faire des coups tellement puissants, mais c'est pas ça le pire, c'est le PK Fire que genre tu peux comme spammer PK Fire sans arrêt juste pour taper ses nerfs à tout le monde. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça un bon jeu multijoueur local. Vraiment, c'est d'accord. Ça. Je suis d'accord. Puis, la recette. C'est un jeu que, même si t'avais pas la console puis le jeu pour t'entraîner, ça se pouvait que des fois, des matchs, tu finisses pas dernier.
c'est accessible. C'est accessible. C'est c'est vraiment accessible à des néophytes un peu plus. Ouais. Ah oui, vraiment. Je te dirais, mes persos préf, c'était pas mal Snake, Captain Falcon, puis Amphinobi. Puis mes Nemesis, c'était... je sais pas si je le dis bien, Ike ou Ike. Je sais comme pas comment on le dit, celui-là. Roy et Little Mac. En anglais, ils disent Ike. Je sais pas si en japonais, c'est peut-être Ike. J'ai aucune idée. En tout cas, Ike, Roy, Little Mac. Roy, ah ouais. J'ai encore cette image-là de Étienne qui n'est même plus dans le frame du jeu, puis qui se bat encore avec quelqu'un d'autre qui n'est pas non plus dans le frame du jeu, mais les deux sont pas encore sortis, fait qu'ils sont pas morts. Là, dans ma tête, j'étais comme, OK, c'est un niveau que je n'atteindrai jamais. Avec Air Mac. Ah oui. Oui. Mais c'est tellement cool. Je veux faire juste une petite pause d'appréciation pour Masahiro Sakurai qui a créé le jeu. Oui. Ce gars-là est un malade mental. Déjà, c'est lui qui a créé Kirby. C'est lui le créateur de Kirby, le personnage, les jeux et tout. Puis quand il a fait Smash, il l'a fait, mais il voulait faire un jeu de combat. Il voulait faire un jeu de combat comme différent des autres. Il a réussi. Mais ce qui est cool, c'est qu'il a réussi également à convaincre Nintendo et Pokémon, parce que Pokémon est une compagnie séparée de Nintendo. C'est comme un... C'est pas un tierce partie, c'est comme un deuxième partie. Ouais. Nintendo est en partie propriétaire de Pokémon Company, mais c'est une compagnie. Mais il a fallu qu'il aille voir, entre autres, Miyamoto, puis qu'ils disent comme hey, j'aimerais ça que Donkey Kong, Mario, puis Yoshi se tapent sur la gueule. T'sais. Puis Miyamoto voulait rien savoir. Mais il a fini par réussir à le convaincre. Lui et Satoru Iwata qui travaillaient également sur le jeu. Puis après, ils sont allés voir Pokémon. On dit hey, non, ça serait cool que Pikachu soit là aussi. Puis Pokémon Company, hey, non, Pikachu se fait taper sur la gueule. Oublie ça. Puis ça a été compliqué, mais Smash, au final, c'est plein de personnages de Nintendo qui se tapent dessus. Ils ont fait ce que Marvel ont pris des années plus tard à faire. Ils ont fait les meilleurs crossovers de tout ce que l'univers Nintendo avait déjà réuni en termes de héros. Ouais. C'était... Pour vrai, c'était malade. Mais pas que Nintendo. Non, c'est ça. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que oui, ils ont été en chercher d'autres, mais il y avait ce côté-là de... Je pense que c'était la première fois que je voyais un jeu qui allait chercher autant de personnages qui n'ont pas d'univers relié ou de lien entre eux. Exactement. Je trouvais ça malade. C'est malade. Puis c'est... En tout cas... C'est un peu... qui veut la peau de Roger Rabbit? Oui. Mais version jeu vidéo. Oui, c'est ça. Tout le monde est là. Et d'ailleurs, c'est le slogan de Smash Ultimate sur la Switch. Là. Everyone is here. Tous les personnages qui ont été dans tous les jeux de Smash sont là. Je pense qu'il y a 86 personnages. Ouais. Quelque chose comme ça. C'est débile. Ouais, c'est rendu gros. C'est drôle parce que c'est le même effet que à chaque version Pokémon, il y avait toujours plus de Pokémon qui s'ajoutaient à la liste. Au début, on était parti d'une toute petite liste de Pokémon. Quand je regardais les dessins animés, t'étais capable de réciter les 150, puis là, c'est rendu tellement de Pokémon que t'es comme, OK, je sais plus. Il y en a comme 900, c'est débile. Ouais, c'est ça. Ton autre jeu, ce serait quoi? Parce que là, j'ai fait mon jeu aussi. Fait qu'on en a fait un chacun. C'est ça, on a fait... ouais, exact. Age of Empires 2. Oh oui. Ouais. Multijoueur local. Oui. Oui, certain. Ah ouais, je vais t'expliquer c'était quoi notre setup. Ça, c'est drôle. Vas-y. Déjà, Age of Empires 2, là, je pense que dans les gens qui nous écoutent, là, il ne doit pas y avoir grand monde qui ne savent pas c'est quoi. Probablement une référence du RTS. Ouais. Je vais le dire là, pour ceux qui connaissent un peu plus le jeu. Ma civilisation préf, c'est les Sarrasins avec les Mamelouks. Ma préf, la forêt noire, puis je peux vous expliquer rapido pourquoi. Vas-y donc. Il y a un petit truc qui s'appelle un mangono, qui est une genre de mini catapulte qui envoie plein de... Ça fait comme de la mitraille et ça envoie plein de petits cailloux. Puis les mangonos, tu peux leur demander de juste tirer sur des arbres, puis ça pète les arbres. Puis dans la forêt noire,
tu peux passer derrière l'ennemi avec tes mangonos, puis juste l'attaquer par derrière, puis c'est vraiment chiant. Bon, ça, c'est ma map préf. Ouais, c'est ça. Ma stratégie favorite, ça a toujours été de faire quelques soldats très très tôt, genre dès l'âge sombre, je faisais des petits soldats, puis je les envoie dans un coin de la map derrière un ennemi, puis j'attends que tu sais qu'on évolue, que là dans ta forge tu fais évoluer, puis là tu changes d'âge, puis tu fais évoluer tes personnages, puis etc. Puis à un moment donné, quand je décide que je veux faire chier son économie, je vais juste pitcher mes soldats à l'intérieur de ses champs, puis de ses camps de bûcherons, puis là ça brise son flow, son rythme, puis ça fait chier. Donc ça c'était ma petite technique tannante. On se faisait des grosses parties où on était 8, mais on se donnait rendez-vous à une date puis à une heure précise en se voyant au lycée. Tu sais, genre... puis après ça, on s'appelait pour se donner nos IP parce que fallait qu'on se connecte avec nos IP, mais c'était pas comment je dirais? Ça passait quand même par Internet. OK. Ah, OK. Mais c'était... en fait, comment je dis... non, c'est pas vrai. Il y a eu une version où on passait d'abord par Internet pour être 8 personnes qui étaient de chez eux, puis là, on se donnait nos IP, mais... Il y a eu aussi un moment où on s'était acheté un genre de je pense que c'était un hub, là, puis Gnolo, qui est sur notre Discord, pourrait en reparler. Mais on avait un genre de hub où on pouvait tous se plugger pour être sur notre réseau local, puis après ça, on pouvait faire des grosses parties ensemble. Puis même pendant ces parties-là, à 8, mon père, des fois, il jouait avec nous. Oh, ça c'est cool! C'était malade. C'était malade. Wow. C'était malade. Wow. J'ai vraiment adoré ça. Ouais. Puis j'ai 2 amis qui sont des maîtres à ce jeu-là, dont un qui nous écoute parfois, Robin et Perny. Robin, que je pourrais appeler Robin Lafouine, puis Perny le tricheur, parce que Perny est tellement bon à tous les jeux qu'il a les codes de triche de tous les jeux, c'est sûr et certain. Voilà. Fait que c'est Age of Empires 2, là, c'est toute ma jeunesse de multi, là. C'est ça. C'est cool, ça. C'est cool, ouais, ça. Vraiment. Toi? Moi, j'ai pris un jeu. En fait, j'ai une liste, là. J'en avais comme 4-5 que j'aurais pu décider de prendre plutôt que celui-là, mais j'ai décidé de prendre celui-là parce que c'est le seul qui ne pouvait pas également, ben à l'époque surtout, là, qui ne pouvait pas également se jouer online. Fait que je me suis dit, c'est le plus local de tous. Fait que Mario Kart. Tous les Mario Kart. N'importe quel Mario Kart. À partir du premier Mario Kart. Tu sais, c'est le jeu qu'il faut jouer à plusieurs pour qu'il y ait de la valeur. Tu pouvais jouer tout seul à Mario Kart. C'était correct, c'était le fun, là, mais il n'y a rien comme jouer à plusieurs puis détruire une amitié avec une carapace bleue. Là. C'est, je pense qu'il n'y a rien qui bat ça. Puis, tu sais, juste comme ça, là, le jeu le plus vendu sur Switch avec 64 millions de copies, c'est Mario Kart. Tu sais, peu importe t'es qui, peu importe ce que t'aimes. Mon père jouait à Mario Kart avec moi quand j'étais jeune. C'était rare, mais quand ça arrivait, c'était un événement. Puis lui, il tripait aussi. Là. Alors qu'il jouait pas aux jeux vidéo avec nous. Là. Oublie ça. Mais Mario Kart, Mario Kart. Ça, branche ma manette, là, prends la première course. Là. Prends la première, celle qui est moins funky, là, que c'est juste une piste. Là. Puis là, je le torchais 63 à 7. Là. On jouait des matchs et des matchs. Là. C'était comme sans arrêt. C'est le fun, c'était tellement cool. T'sais, Mario Kart. Le mode battle aussi, avec des ballons. Oui. Qu'il faut que tu crèves les 3 ballons de l'autre. Oui. J'ai passé tellement d'heures à jouer. Ça, c'était malade. Ouais. Mes amis Geneviève et Simon, là. On a fait des battles sans arrêt. Puis, tu sais, en disant des conneries, puis en faisant des conneries, puis en buvant de la liqueur, puis, tu sais, c'est comme, c'était ça, puis, les souvenirs, là. Tu sais, dans mes bons souvenirs, là. C'est drôle parce que quand tu dis ça, des battles après battles après battles avec des amis en buvant de la liqueur, je me rappelle de ces moments où on faisait des quasi nuits blanches. Puis on n'avait aucun problème le lendemain à... Exact. J'ai fait ça avec Smash aussi. Smash Melee, on allait chez un de mes amis qui avait déménagé à Ottawa, puis on était comme 4 là, amène ta manette de GameCube. Puis là, on jouait à Smash jusqu'à 4h du matin en buvant des...
des jus, tu sais, le genre de jus de fruits, là, que chaque millilitre contient 63 grammes de sucre, là. Ben, on buvait ça, là. Sunny Delight. Ouais, dans ce style-là. Je pense que c'était des fruités qu'on buvait en mangeant des jujubes. On était comme hyper glucidés. Fait que, ouais, non, ils sont tough jusqu'à 4h du matin. Puis, Mario Kart. Mais je te comprends. C'est simple, c'est facile, c'est fun. J'aurais pu le mettre. J'ai beaucoup joué, mais sur la Wii. C'était un peu plus tard. Fait que, ouais. En tout cas. Mais oui, vraiment. C'est un excellent jeu. Yes. C'est indémodable. C'est vrai. Mon troisième dans mon top 3 des prefs, ça serait Counter-Strike Source. Oh, OK. Oh, je pensais qu'on allait se croiser sur le dernier. C'est bon. Ouais, Counter-Strike. Oui, Counter-Strike, ça va être bon. Ouais. Je dois dire que j'ai eu un passé là, où j'aimais beaucoup ça, les jeux de gun. Puis les jeux particulièrement... Attention, pas les jeux de gun, les jeux de gun. G-U-E-U-L-E, tréma, R muet. Puis en plus, si Eddie nous écoute, il va rire parce que oui. Des fois, quand on joue à des board games, il dit « Des gros guns! » Non, avec la voix de... Faut que tu dises ça avec la voix de Sylvester Stallone. Des gros guns! Des guns! Adrienne! Des guns! Fait que Counter-Strike Source... Excuse-moi. C'est pas correct. C'est pas correct, je trouve ça excellent. Mais c'était vraiment... c'est drôle parce que on avait un cours au lycée. Puis là, Gnolo pourra encore nous en témoigner parce qu'on était ensemble dans ce cours-là. Je sais plus si c'était un cours de comment ça s'appelle donc? Sciences informatiques peut-être ou quelque chose. Bref, on était on avait c'était le genre de cours où tu t'apprenais à te servir d'un oscillateur puis de patente de même genre. Mais le prof était ultra chill. Chill à tel point que quand tu finissais le devoir que tu avais ce jour-là, si t'avais encore je dis n'importe quoi, 30 minutes devant toi, il disait, faites ce que vous voulez. Puis tu sais, il y avait des ordinateurs. Puis un jour, il y a quelqu'un, je sais plus qui a dit, hey, monsieur, ça vous dérangerait-tu qu'on installe Counter-Strike sur ces ordinateurs? Puis on avait gamé à Counter-Strike, man, dans nos cours de lycée. Parfait. C'était terrible. Fait que Counter-Strike, particulièrement Diffuse the Bomb, je pense que c'était mon préféré, là, puis c'est quand même un mode qu'il y a beaucoup de gens qui doivent aimer. Arme préférée, le M4 et le Desert Eagle. Ça, c'était pas mal mes deux préfs, mais il y avait moi je le maîtrisais pas très bien, mais il y avait un bruit qui me faisait toujours peur, qui était genre le Arctic Sniper, qui faisait un gros... Puis ça, si tu te le prenais, c'était mort direct. Tu sais, c'était vraiment là, c'est quasiment tu te fais tirer au canon dessus là. Il y avait qu'est-ce que je voulais c'est ça, à un moment donné pendant les grèves étudiantes, on était censé être en grève les étudiants. Puis je me rappelle que je pense il y a une semaine où j'ai dû juste... Puis le pire, là, c'était même plus du multilocal, mais j'ai joué genre 60 heures à Counter-Strike. On fait la grève! Oui, la grève! Je vais aller jouer chez nous! C'est ça. Puis au retour là, de la grève, quand la grève était finie, j'ai poché mon examen de français solide. Ouais. Fait que c'est ça, 60 heures de Counter-Strike, c'était semi-bien investi. Wow. C'est ça. Ouais. Ah, c'est drôle. Toi, Étienne, écoute, c'est quoi l'autre? Je suis curieux. Qu'est-ce que tu vas dire? Il y a plein de monde en ce moment qui écoute le podcast qui crie dans leur auto qu'on n'a pas mentionné encore GoldenEye. GoldenEye, ouais. GoldenEye. Ouais. GoldenEye. C'est ça. Ouais, GoldenEye. Ouais. Même, je mets Perfect Dark aussi là-dedans parce que Perfect Dark, c'est la même compagnie qui a fait le jeu. C'est le même, tu sais, c'est le même code source. C'est pareil, c'est juste qu'ils ont reskiné puis il y avait plus de mémoire pour le faire. Mais ouais, GoldenEye. GoldenEye, Perfect Dark. Amène ta manette. Puis pour Perfect Dark, amène ta carte mémoire. Ah oui, c'est vrai. Tu mettais ta carte mémoire dans ta manette, puis toutes tes stats de tous tes games de Perfect Dark étaient comptabilisés là-dedans. Ça fait combien de kilomètres t'avais couru? Il y a un effet tellement Game Boy dans ce que tu dis là. C'est quand même drôle. Là. Oui. Ouais. Mais il y a quelque chose là, de... Le premier vrai
shooter. Puis surtout que ce jeu-là, je l'ai noté quelque part. Oui, 4 mois avant la sortie du jeu. Le jeu était supposé être seulement single player. Ah ouais, hein? Puis là, il y a une partie de l'équipe qui a secrètement commencé à travailler sur un mode multijoueur. Nice. Parce que si jamais ça s'était su, soit par les managers chez Rare ou par Nintendo, ils auraient coupé ça dans le temps de le dire, parce que le jeu était déjà comme 8 mois en retard. Ah ouais. Hein. Puis là, eux, ils se sont dit comme, on le sort dans 4 mois. Hey, on a le temps de faire un multijoueur, right? Puis ils se sont mis à faire ça secrètement. Puis une chance qu'ils l'ont fait. Pour vrai, c'est quel coup de génie. Fun fact, ceux qui ont développé GoldenEye, ils étaient juste 10 développeurs, dont seulement 2 avaient déjà fait un jeu vidéo auparavant. Et shit, ok, c'était une gang de craqués quand même. Là. C'était une gang de nouveaux. Là. C'est comme, j'ai jamais fait un jeu vidéo. Viens-t'en. Personne ne voulait travailler sur ce jeu-là. Personne chez Rare. Ils ont sorti l'une des plus grandes références de tous les temps. Ah oui, mais pour vrai, quel jeu. Juste pour montrer à quel point l'impact du multijoueur local était grand pour ce jeu-là. Le jeu est sorti au mois, le 8e mois de 1997. OK. Il a vendu plus de copies pendant le temps des fêtes de 1999, c'est-à-dire 2 ans et 4 mois plus tard, que dans le temps des fêtes de 97 et 98 combinés. Fait que c'est un jeu qui a eu un départ très lent, mais qui par le bouche à oreille, puis par juste comme « Hey, ça te tente de jouer à GoldenEye en multijoueur? » Puis finalement, tu finis par passer des heures à ça. Là. Ah ouais, hein? Tu sais, là, quand t'entendais des phrases genre comme « OK, facility, pistols only, health -10, c'est parti. » Puis là, c'est « ou slappers only. » Puis là, tu te faisais juste comme donner des coups de karaté avec des sons complètement stupides. Ah, ce jeu-là, les sons de ce jeu-là sont iconiques. Il y a le Wilhelm Scream dans ce jeu-là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Wilhelm Scream, je vais essayer de le faire au meilleur de mon imitation. C'est un genre de son de quelqu'un qui se fait tuer, mais de manière comme complètement ridicule. Et ce son-là est réutilisé dans, je pense, tous les films dans lesquels George Lucas a participé. Donc, dans chaque Indiana Jones, il y en a un. Oui, il y en a plein d'autres qui le mettent. Dans Les Seigneurs des Anneaux, ils sont là. Il y en a partout. C'est devenu une référence à cette affaire-là. Mais c'est drôle parce que le fait que tu fasses ce cri-là, Étienne, ça me fait dire ça pourrait être un nouveau critical fail qu'on ajoute à la table. faut faire des Wilhelm Scream constamment. Oui. C'est bon. Ça serait cool. Au pire, on fera ça si un ou deux a un 20 et l'autre a un 1 en même temps. Tu sais, une chance sur 400, là. Ouais. Pour vrai, ça pourrait être quelque chose. Ouais, mais GoldenEye, le nombre d'heures passées là-dessus. J'ai pas tant joué. J'ai joué un petit peu, mais pas tant à ce jeu-là. Je te dirais, j'ai plus joué à d'autres, mais c'est pas sur. Je suis pas sûr que c'était sur les mêmes consoles non plus, là, mais il me semble que c'était sur. C'était-tu sur PlayStation? Genre. GoldenEye? Non, pas GoldenEye. Non, c'est ça. Non, je pense à un autre, mais peut-être Medal of Honor. En tout cas. Ouais. Genre de jeu où tu t'affrontes, puis c'est vieux, là, mais je me rappelle plus de. J'ai pas. Je pense pas avoir joué tant que ça à GoldenEye. Ouais. Magique, nice. Ce jeu-là. Est-ce que tu avais une liste de jeux qui ont presque fait la cote? Oui. Ouais. Oui. J'en ai un que, justement, j'en parlais semi. Pokémon version jaune Game Boy avec adaptateur universel. Ben ça c'est cool. Ça, mais là, quand j'étais jeune, non mais fallait que les gens aient un Game Boy. Oui, mais attends. Moi, j'avais un gros Game Boy en plus. Okay. Là, c'était l'époque où il y avait les Game Boy Advance qui sortaient. Oh. Puis j'avais plein d'amis qui avaient des Game Boy Advance, mais qui n'avaient pas le Game Boy original comme moi. Okay. Puis un jour, j'ai acheté un adaptateur universel qui avait comme une plug grosse d'un bord et une petite plug de l'autre, puis inversement, fait que tu pouvais te plugger sur toutes. Puis à ce jour-là, j'ai pu plugger ma grosse Game Boy avec la Game Boy Advance de mon pote, puis on a pu se faire un combat entre nos Pokémon. C'était
c'était tellement capoté. Je veux dire, même les ordinateurs, même s'il y avait un début d'Internet, c'était inimaginable ce qu'on venait de réussir à faire à deux. C'était incroyable, oui. C'est surtout, t'amènes ça avec toi, là. C'est vraiment, tu sais, c'est Pocket Monsters, là. C'est Pokémon. Puis ça, tu sais, il y a quelque chose de fascinant. T'es juste un gamin, genre de, je sais plus, peut-être 10-12 ans. Puis là, tu vois l'arrière de ton Pokémon sur ta Game Boy, puis tu vois le devant du Pokémon de l'autre devant, puis à l'inverse, lui, puis t'es comme, mais c'est tellement malade ce qu'on est en train de faire. C'est vrai ce qu'on vit, là. Tu sais, c'est ça. C'est fou, là. Oui, mais moi, j'ai jamais vécu ce mind blown-là parce que j'avais pas de Game Boy. Mes parents m'auraient jamais acheté une Game Boy. Ouais. C'est comme, c'est pas vrai que tu vas jouer aux jeux vidéo quand t'es pas à la maison, quand t'es en vacances, quand t'es... Ouais, mais c'est ça, tu vois. Alors que je trouve ça logique d'avoir une console portable. En tout cas, bref, on va pas dans ce débat-là. Mais, tu sais, même, j'ai jamais été témoin de deux personnes qui branchaient leur Game Boy ensemble tellement... Je sais pas pourquoi, mais dans mon entourage, c'était rare. Les seuls qui avaient des Game Boy, c'était mes deux cousins. Puis j'étais tellement jaloux. Là. Jaloux de leur Game Boy. J'étais comme, oh my God. Ouais. Fait que, est-ce que t'en as d'autres? Ronde éclair, c'est parti. Ah ouais, go. Bataille pour la Terre du Milieu. Ça, j'en ai parlé un peu dans le Discord. Ouais. C'est un jeu du Seigneur des Anneaux. Real-time strategy. Il y en a eu 2 des Batailles pour la Terre du Milieu. Mais non, c'était vraiment cool. Puis on y jouait beaucoup. Toi, en as-tu un autre ou je fais toute ma liste? Mais vas-y, fais les tiens, je vais faire les miens rapidement. Warcraft 3. Oui. Puis je vais même aller une coche plus loin. On jouait avec un mode de Tower Defense à Warcraft 3. C'était malade. Je me rappelle de ça, c'était excellent cette version-là. Unreal Tournament. Ouais. Ça, là, c'est comme... Ils ont pris le moteur de Quake puis ils ont fait un genre de jeu qui est comme la base de genre... Clairement, Halo s'est inspiré de Unreal Tournament pour faire genre son système multijoueur. Heroes 3, tu te partageais le même ordinateur, man. Puis tu faisais du tour par tour. Ben oui, tu faisais du tour par tour. C'était genre joueur 1 à votre tour. Puis là, l'autre joueur, il regardait pas ce que tu faisais. Puis là, on était sur le même ordi. J'ai déjà fait ça. Je pense que j'ai déjà fait ça. C'était capoté, ça. Ouais. C'était cool, ça. Un dernier petit jeu en ligne, juste clin d'œil à ma sœur. Ça s'appelait Bubble Trouble. T'étais un petit diablotin, fallait que tu connais ça. Oui. Puis on était tous les deux sur le même ordi. Puis tu sais, des fois, quand tu tapes sur trop de touches en même temps, puis ça fait... tu sais, l'ordinateur, il capote quand tu fais trop de touches en même temps, là. Oui. C'est ça. Des fois, on a vécu ça. C'est drôle. Ouais. Moi, rapidement, j'ai Minecraft... en multijoueur local. Ah ouais, c'est tellement cool, c'est tellement le fun. Parce que mais là, faut que tu partes quand même un serveur en ligne ou c'est quoi? Oui, puis c'est compliqué c'est parce que c'est bon. Ouais. Mais quand même, tu sais, nous, on faisait ça après le travail, avec des collègues. Minecraft, on a fait aussi Civilisation. Civilisation, c'en est un autre, là, que multijoueur local, c'est vraiment cool. Ma blonde puis moi, on a passé des soirées là, à juste comme être assis un côté de l'autre avec nos laptops, puis on jouait à Civ, un contre l'autre. Ah ouais, hein? Magique. Ah ouais, puis là, faudrait manger, hein? Ouais. On commande une pizza. OK. On colle une pizza. Parce que t'en as pour des heures à Civ. Ouais. Quoi d'autre? Call of Duty 4. Okay. Que je pense que j'ai amené à tous les endroits où j'ai travaillé. Je me promets que j'ai installé ça. Puis, non, c'est drôle. C'est drôle parce que à ma job actuelle, mon boss, quand il jouait à ça, on savait à chaque fois qu'il se faisait tuer parce qu'on entendait paf sur son bureau parce que c'est quelqu'un qui frustre quand il perd ou quand il se fait tuer, autant à Smash qu'à Code. Hein? Puis quand on entendait bang, c'est parce que il venait de frapper sa souris sur son propre bureau. Je sais pas comment ça survit. Sa souris survivait. C'est magique. Mais ouais, Call of Duty 4, j'ai été entraîné, drillé comme un drill sergeant par un de nos astronautes, que c'est lui qui m'avait donné le jeu. Puis qu'on était allé en voyage, on était comme dans le même chalet en voyage. Puis j'ai amené mon laptop, il avait amené son laptop. Puis c'est comme non, je vais t'apprendre à jouer, puis tu vas devenir bon. Puis au début, j'aimais pas ça. Puis à la fin, j'étais comme, OK, non, c'est le fun, ce jeu-là, j'aime ça. Fait que salut, Olivier. Cool. Wii Sports.
Wii Sports, Wii Sports, c'en est un autre que c'est accessible à tout le monde, puis c'est tellement le fun. On peut regarder ça de haut, ce jeu-là. Oui, le tennis. Tu fais juste comme envoyer ta manette à gauche, à droite, puis non, Wii Sports, c'en est un bon. Puis dernier que j'ai joué récemment avec mes enfants, ma blonde et mes 2 enfants, Overcooked. Ah, c'est tellement cool. Un jeu de cuisine, que les cuisines sont complètement folles, tu dois couper des trucs, tu as des commandes, puis c'est hyper stressant. Ouais. Puis je me suis dit, jamais mes enfants vont être capables de jouer à ça, puis de collaborer, puis non, ils sont bons. Oh oui. Ah ouais. Puis on te fait des étoiles là, dans les niveaux, là, puis c'est impressionnant. C'est cool. C'est vraiment cool. Rapidement, je vais lire ce que nos astronautes ont écrit. Oui! On en a 2 qui ont participé pour celui-là. Goof et Potomax. Goof a listé GoldenEye, Mario Kart 64, Conker's Bad Fur Day. Tu vois, je savais pas qu'il y avait un mode multijoueur dans celui-là. En même temps, j'ai jamais joué, mais j'ai toujours voulu jouer. Faut que je me le trouve à un moment donné. Mario Party 2 et 3. C'est vrai que le 2 puis le 3 étaient particulièrement bons. Donkey Kong Country 1, 2 et 3. Contra 3. Contra, j'ai failli le mettre dans ma liste. Non, je connais pas. C'est un jeu, c'est avec des guns. Tu te promènes avec ton gun, puis tu guns à gauche, à droite, puis en haut de toi, puis ça fait... Puis tu te promènes, c'est 2D. Là. Tu te promènes, puis il y a des trucs qui volent partout, puis tu gunnes. Imagine Sylvester Stallone en 2D qui gunne partout. Nice. Super Tennis, c'est vrai, il m'avait déjà parlé de ça. C'est un jeu de tennis super basic au Super Nintendo, mais il est vraiment bon à ce jeu-là. Ah ouais. Overcooked, Unravel 2, It Takes Two, A Way Out, puis classique NHL de 94 à 2025. Puis Potomax qui nous a envoyé sa liste sous forme de chansons. Ouais. Sérieusement, on a vraiment une gang vraiment cool. C'est malade. Je tiens à dire. Malade. Potomax qui a mis Smash, Rocket League, Mario Party, Castle Crashers, Rampage, Gauntlet, Street Fighter 2 Turbo, qui, oui, je suis d'accord. Wii Sports, lui aussi a mis Wii Sports, et Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. C'est vrai que Mario et Sonic, je l'ai essayé, là. C'est le fun. Ah oui, c'est vraiment vrai. Le fun. Attends, je pense que j'ai déjà essayé Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Ça me dit de quoi? C'était... Ah oui, j'ai un excellent souvenir de ça, mais on dirait, je me rappelle plus du détail, je sais juste que j'avais vraiment aimé ça. C'est tout, je me souviens juste de ça. Merci aux astronautes, merci de votre participation. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Si vous désirez nous encourager, il y a plusieurs façons de le faire. Ouais, vous pouvez d'abord vous abonner au podcast, bien sûr, pour pas manquer d'épisodes, pour nous revenir à chaque mois. Vous pouvez aussi nous laisser un 5 étoiles ou un pouce en l'air, ça aide grandement le podcast. Un commentaire aussi, c'est un petit geste, mais ça aide vraiment beaucoup à nous faire connaître. Vraiment. Vous pouvez aussi vous rendre sur j'adoresapodcast.com pour voir tous les liens pertinents pour nous trouver. On est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Audible et Amazon Music, puis on est aussi sur les réseaux sociaux en général. Ouais, vous pouvez nous trouver sur plein de réseaux sociaux. On a aussi une boutique, le lien est sur le site. Une boutique en ligne, vous allez trouver plein d'articles, j'adore ça, des t-shirts, des tasses, des tapis de gaming, bien plus. Bien entendu, le but c'est de nous aider puis de nous encourager si vous faites un achat là, puis sentez-vous pas forcé. C'est juste là, pour le fun, on s'amuse. Exact. Salut les astronautes. À la prochaine. Bye. J'adore ça. J'adore.